Je suis Caroline de Blander et dans ce podcast, je partage avec vous ma conviction, celle que les soft skills sont les clés du monde de travail de demain. Je vous invite à plonger dans l'univers des soft skills et à découvrir comment elles peuvent vous aider à progresser, à croître, à vous épanouir et développer votre employabilité. On parle ici d'évolution des métiers, de métiers émergents, mutants, disparaissants, mais aussi de management et de transformation des organisations. Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui j'ai le plaisir de rencontrer Yvan Demieux. Alors vous l'avez peut-être déjà rencontré ou lu ou écouté lors d'un live de Nobi. Il est très actif dans le milieu de l'intelligence artificielle, il est expert dans le secteur, même si il nous dit dans cette interview qu'il ne se considère pas comme un expert au sens des data scientists, etc. En tout cas, il a une boîte à outils bien remplie. Il a des retours d'expérience et des cas concrets à nous partager que je vous invite à découvrir avec moi au travers de cette interview spéciale. Et je remercie Yvan d'avoir accepté cette interview. Alors bonjour Yvan et bienvenue aujourd'hui pour cet échange. Je suis ravie qu'on puisse échanger ensemble et partager autour de cette thématique qu'est l'intelligence artificielle et que tu connais très très bien, sur le bout des doigts je dirais. Voilà, merci Yvan. Et est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur toi, ton parcours, qui tu es, où tu es peut-être aussi et ce qui t'a Ah oui. amené à t'intéresser à l'intelligence artificielle et à faire de cette thématique finalement une de tes thématiques prioritaires. Alors, moi, j'ai un parcours, alors déjà en termes de formation initiale dans le domaine de la psychologie cognitive, donc tout ce qui est traitement de l'information, où j'ai fait un master, donc Bac+5 dans ce domaine-là à l'université, et ça m'a amené à aller travailler pour le ministère de la Défense et en particulier l'armée de terre. Et pendant quelques années, j'ai été notamment responsable du service facteur humain de l'armée de terre. Et j'ai été amené dans ce cadre-là à travailler déjà dans le domaine de l'IA de l'époque, hein, donc des années 2010 plutôt. Mhm. Donc ça fait assez longtemps en termes de technologie, où on travaillait sur le soldat augmenté, la robotisation du champ de bataille, et essayer de trouver le moyen de faire travailler en collaboration ces intelligences siliconées et ces petits robots sur le champ de bataille, avec les soldats qui sont eux très très mobiles, très agiles, et ainsi de suite, avec ces technologies qui n'étaient pas beaucoup à l'époque, mais qui avaient un potentiel pour rendre des services. Donc j'ai beaucoup travaillé déjà dans ce domaine-là. Il y avait déjà de l'IA, on travaillait avec les grandes universités et puis les grandes industries de défense françaises pour faire avancer ces moyens-là, voilà, tout Mhm. simplement. Donc ça a été vraiment mon premier grand contact professionnel avec ce domaine-là. Et puis après, j'ai, dans le cadre de fonctions d'assistance, d'ingénieur technopédagogique spécialisé en digital learning, pour l'accompagnement de services de formation, j'ai eu le contact de l'IA, surtout générative, donc plutôt Mhm. accessible au grand public, en novembre 2022. Je sais pas si tu te rappelles l'événement de Oui. novembre 2022. Voilà, la grande sortie de ChatGPT version 3.5 et qui a fait un succès phénoménal en un mois, avec tout de suite, ça se comptait en millions de comptes. Donc impressionnant. Ça avait jamais eu un tel succès dans le grand public à tel point. Et donc je m'y suis intéressé à cette occasion-là. Et puis début 2023, j'ai décidé de le mettre en œuvre dans la boîte à outils des Mhm. spécialistes de la formation, et de le mettre au centre de cette boîte à outils. Et puis plus en plus, je diffusais ces petites trouvailles que j'avais. J'ai fait créer une formation, puis les gens sont venus très rapidement vers moi pour me demander effectivement de les accompagner dans ce domaine-là. Et ben voilà, ça y est, la graine était prise. Je me suis dit, mais oui, il y a un vrai intérêt, il y a un vrai engouement, il y a un vrai potentiel. Donc il faut que je continue dans cette voie-là. Et donc je me suis professionnalisé vraiment et spécialisé sur ces usages de l'IA, au début au service de la pédagogie, mais en fait très très rapidement, hein, d'autres services au sein des entreprises sont venus me voir pour
Mm. me demander si j'avais pas aussi d'autres idées au-delà de l'aspect formation. Et ben, je dis, ben oui, bien sûr, il y a forcément des tas de points communs que l'on peut avoir. Et de plus en plus, j'ai travaillé sur l'aspect RH, marketing, support client, tout ce qui est tâches administratives. Voilà, on a de plus en plus travaillé. Et même le secteur de la banque est venu me Mm. voir pour des choses spécifiques. Il y a des écoles qui sont venues me voir pour soutenir les étudiants dans leurs usages de ces outils IA et pour la recherche, les techniques de recherche d'emploi en Mm. plus. Enfin voilà, il y a plein de possibilités qui sont arrivées. Le fait de communiquer sur LinkedIn énormément sur mes recherches, mes comparatifs sur l'IA. Voilà, Ouais. donc c'est ça qui m'a amené à professionnaliser énormément l'accompagnement, le conseil et le développement dans l'IA et qui m'a amené aussi à moi-même développer mes propres outils IA personnalisés Ah oui. pour pouvoir faire des chatbots personnalisés en fonction des demandes, en particulier et des automatisations qui font entrer l'IA dans le domaine. Mm. Donc, toujours quelque chose d'assez léger en termes de technologie, donc C'est des ça. choses qui sont plutôt pré-existantes avec du Mm. paramétrage à faire en fonction des besoins et des demandes de clients. Mhm. Donc, c'est pas non plus, euh, on va dire, une entreprise de développement complet Mm. voilà, avec un service de développeur informatique qui va être là en soutien. Non, non. Je prends sur étagère des outils qui sont paramétrables et Ouais. adaptables à des besoins. Voilà, c'est surtout ça et qui permet de faire très rapidement euh, des projets, de les tester, avoir un pilote et de le mettre en production et en test au sein d'une entreprise client. Voilà, c'est vraiment ça. Mon état d'esprit aujourd'hui, c'est des outils légers, vraiment facilement adaptables et facilement paramétrables pour le client. Tu as parlé de plein de choses. Hein. Oui, Pardon, mais hein, je oui, te déjà coupe. plein de choses on a introduit, ouais, c'est effectivement. Et donc là, je vais parler plus du professionnel, effectivement. Sur l'aspect plus personnel, d'habitude, je suis en France, j'interviens depuis Rambouillet dans les Yvelines, à 50 kilomètres de Paris, mais actuellement, je suis aux Philippines. Ça fait maintenant quelques années, j'y ai Mm. pris goût et j'ai pensé que j'allais y rester quelques mois, puis maintenant, ça fait déjà 3 ans. Voilà, Ah oui. donc j'ai fêté mes 3 ans au mois de mars. Mm. Et me voilà à distance, à traiter tout ça à distance avec plein de demandes. Voilà. Et donc, je disais, tu as en plus évoqué plein de concepts que je voudrais creuser avec toi. Le premier, Oui. c'est peut-être, tu as parlé de l'IA générative, enfin, tu as associé l'IA avec la notion de génératif. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu c'est quoi l'IA générative? Hein, donc, faire un peu la clarté sur ce qu'on entend par ça, parce que c'est vrai que dans le langage public, on parle de l'IA de manière générale, mais il y a différents Oui, types oui. d'IA. Oui, oui. Il y a plein de types de technologies derrière l'IA. C'est une forêt. Il y a un historique qui date déjà depuis les années 60, hein, vraiment Mm. les origines de l'IA. Donc aujourd'hui, on est arrivé à une étape d'exploitation de ces IA qui sont capables de créer des contenus. Au tout début, c'était plutôt des contenus de type textuel avec les grands modèles de langage, les fameux LLM, qui étaient là surtout pour reproduire et simuler le langage et le dialogue humain et simuler quelque chose qui soit crédible. Voilà. Ouais. Et au sens IA générative, aujourd'hui, c'est un sens complet très très large qui est à la fois de la production de textes, d'images, de vidéos, de sons, mais aussi de code et de documents complets. Donc, on est très très large dans la gamme de production qui est capable Mm. de nous fournir ce type d'IA. Et ce sont des IA qui ont la particularité aujourd'hui d'être manipulables par le Kidam et donc avec le langage naturel. Et ça, Mhm. c'est vraiment la grande particularité de ces IA qui ont fait que il y a une démocratisation complète du concept IA dans le grand public maintenant et dans le milieu professionnel. Mhm. Donc que ce soit des organisations publiques ou des organisations de type privé, aujourd'hui, c'est vraiment grâce aux IA génératives qu'on a une vraie démocratisation de l'emploi. Vraiment, Ouais. avant, c'était savoir qu'il y avait de l'IA dans le GPS, Mm. dans les outils qu'on utilisait au quotidien, mais sans
avoir un accès direct de dialogue avec ces IA vraiment. Là maintenant, c'est très différent. On manipule l'IA en tant que soi-même générateur de la demande et provocateur de la génération de réponses et de production de contenu. Donc voilà, Mm. le concept de l'IA générative, il est vraiment plutôt associé à ça. Mhm. Et tu parles de manipuler l'IA par le cuidam, ça nécessite quand même certaines Oui, compétences, certaines aptitudes oui. et une forme de connaissance quand même de ce que requiert l'IA. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Oui, alors dans l'absolu, la compétence essentielle, c'est de pouvoir parler. En fait, si on Mm. sait formuler des demandes, des questions en langage humain, ben ça y est, on a déjà les bases essentielles. Maintenant, elles sont pas suffisante pour obtenir le meilleur du potentiel de l'IA. Et c'est pourquoi on s'est lancé depuis surtout 2023 avec Mm. beaucoup de monde à essayer de comprendre quelles sont les bonnes formulations, qu'est-ce qu'on devait mettre comme élément d'information dans notre dialogue avec l'IA pour obtenir le meilleur des informations qui sont disponibles dans l'entraînement de l'IA et qu'elle peut produire. Et c'est ce qu'on a appelé évidemment le prompting, le prompt engineering pour faire un peu plus riche. Ça fait peur Et à certains, ouais, oui. ça peut faire peur, hein, effectivement, pour les débutants, plus des personnes comme toi et moi, évidemment, mais des débutants, effectivement, le engineering, ça paraît très costaud comme notion, et on se dit, bah, il faut être ingénieur pour commencer à dialoguer correctement. Non, non, c'est pas tant ça, c'est d'avoir quelques réflexes déjà de base, d'éléments d'information que l'on devrait donner à l'IA d'emblée dès ses premiers échanges pour que l'IA et les informations minimales nécessaires pour nous donner des réponses pertinentes par rapport à nos vrais besoins. C'est Mhm. vraiment ça l'état d'esprit et on a des structures très simples d'informations de base que l'on peut tout simplement apprendre très rapidement avec une codification mnémotechnique qui va nous faciliter le, le- les demandes, tout Mm. simplement. Quand de manière intuitive, on va vouloir formuler une demande à l'IA, si on se rappelle, voilà quelques composantes essentielles, ben, très rapidement, on obtiendra des résultats plus simples. Et donc là, c'est les bases Mhm. essentielles du prompt engineering qui a quand même des niveaux après, on va dire, de complexité graduellement de plus en plus importante en fonction qu'on est soi-même spécialiste de l'IA ou développeur informatique ou spécialiste data science, évidemment, on va faire appel à des savoir-faire de plus en plus, on va dire, pointus dans la manière de formuler nos demandes aux IA, de lui apporter de l'information aussi pour que ce soit pertinent. Mais déjà, pour le grand public de base, Mm. si déjà ce grand public maîtrise quelques composantes, quelques éléments de base du prompt engineering, bah déjà, c'est déjà une augmentation de la qualité par rapport à 80% de la population qui utilise l'IA. Voilà. Ouais. Et toi, justement, tu as proposé un acronyme pour bien s'en souvenir, qui est le DraftCo, donc draft brouillon en plus en anglais. C'est quoi exactement pour clarifier ce qu'il y a derrière, puisque là, c'est une méthodologie, il y a même un code couleur, je pense. Oui, il y a un code couleur derrière, effectivement, on pourra le montrer d'ailleurs si tu veux avec le support de présentation. Derrière, il y a 7 éléments d'information qui sont les plus importants dans la plupart des demandes et Mhm. qui font que si ces éléments d'information bah, sont donnés, on va obtenir une réponse plus intéressante. Et le DraftCo, en fait, c'est les acronymes, c'est 7 lettres, DraftCo. Et effectivement, comme tu l'as mentionné, draft en anglais pour l'idée de d'avoir une première base d'échange, donc draft comme le brouillon. Mhm. Et cette première base d'échange avec ces 7 composantes, donc le D, c'est pour la destination, pour rappeler mais quel est le profil de notre public cible qui va lire les réponses de l'IA. Ça va servir à qui en fait? Et donc un peu décrire ce profil public cible, l'IA va vraiment en tenir compte pour s'adapter. Par exemple, si on s'adresse à un public de novices dans un domaine, eh bien l'IA va parler de manière vulgarisée. Alors que si on s'adresse à un public qui est plus spécialisé dans ce domaine,
l'IA va garder les termes techniques qui sont du bon domaine de ces spécialistes et pas essayer à vulgariser, et va plutôt aller dans un bon niveau de langage qui correspond à ce public. Vous voyez, ça sert à ça. Donc ça, c'est le D du draft co. Dans le R du draft co, ben, c'est quel rôle de spécialité on va donner à notre IA pour la mettre tout de suite dans le bon corpus de domaines, de spécialités, de références, de modèles, de méthodes, de normes sur laquelle elle va plutôt aller puiser tout de suite au bon endroit. Donc, si on lui donne cette référence, on va dire, bah, par exemple, l'IA, bah, toi, tu es un vrai spécialiste ingénieur technopédagogique au service de formation dans le cadre de services publics qui fait du onboarding pour les services RH. Voilà. Bon, ben, là, tout de suite, on le spécialise et on peut lui donner des méthodes pédagogiques. On va dire, tu vas utiliser la taxonomie de Bloom pour bien spécifier les objectifs pédagogiques de ta formation ou d'autres méthodes. Voilà, hein, on pourra aller un peu plus loin. Mais voilà, si on lui donne ce corpus-là, ben, tout de suite, ça va l'amener à ne pas se perdre dans tous les champs possibles des références et à aller droit au but. Voilà. C'est ça. Donc Et ça, c'est dans c'est ce le R du R, rôle. oui, j'allais dire, c'est dans ce Oui, R du rôle aussi qu'on peut créer ce fameux mouton à cinq pattes qu'on essaye parfois de recruter, mais qu'on peut créer dans l'IA. exactement. De manière complètement synthétique, on va pouvoir le recréer. Donc, on était dans le R et puis le A. Donc, cet aspect action. Donc là, c'est ce qu'on maîtrise en général le mieux. C'est quelle tâche on va demander à l'IA et ça se concrétise souvent sous forme d'un verbe d'action. Oui. Donc, on va lui demander de rédiger, de synthétiser, d'analyser, de suggérer des idées, de brainstormer avec nous. Ouais, voilà. Donc ça, c'est toutes les tâches qu'on peut lui demander. En général, ça, on y pense. Donc ça fonctionne plutôt bien. Euh, ensuite, donc Draftco, on a le F de Draftco. Donc, sous quel format? Quel est le format du livrable que l'on attend de lui? Est-ce que Mm. c'est plutôt un tableau? Est-ce que c'est plutôt une liste succincte? Est-ce que ça va être un format de mind map? Est-ce que c'est un format plutôt type présentation PowerPoint, donc plutôt avec des slides à un titre, des bullet points à l'intérieur? Voilà, là, il y a plein de formats possibles qu'on peut imaginer et l'IA va pouvoir s'y plier très rapidement. Le T, ça va être la tonalité et le style que l'on Mm. veut de réponse. Mm. Donc, on peut aussi personnaliser, surtout si on veut faire une réponse qui est adaptée au public cible. En général, on peut donner un style, ou alors si nous, en tant que entreprise, on a un style de langage, une sorte de branding aussi, il y a le côté un peu marketing potentiel, ben voilà, ça va être très utilisé aussi dans ces contextes-là, hein, Ouais. le style de réponse ou alors en fonction du niveau du public aussi. Ça, on Mhm. peut le préciser si on veut le vulgariser. Voilà, ça va être très utile dans ces cadres-là. Ensuite, le CO qui nous reste dans le draft co, dans le modèle draft co. Donc le C, c'est pour tout ce qui est information de contexte. Mm. Notre contexte professionnel, les informations que l'IA ne peut pas connaître sur nous si on ne les lui donne pas. Par exemple, on va dire, bah, Caroline, elle est une spécialiste du domaine voilà, des organisations locales, côté Mhm. RH, management, et ainsi de suite. Voilà. Mais par exemple, ça, il faut lui redonner ce contexte-là, cette information-là, qu'elle ne connaît pas sur nous, pour pouvoir l'inclure dans les réponses et adapter les réponses avec ce type d'informations. Voilà, ça, c'est des exemples typiques. Ou alors lui donner des exemples de formats de réponses que l'on veut. Toi, par Mm. exemple, tu produis des fiches de synthèse pédagogique qui sont des infographies qui vont donner en une seule fiche des éléments d'information qui sont très complémentaires et facilement exploitables par celui qui va le lire. Eh bien, on peut lui donner un exemple de fiche à l'IA et on lui dit, ben, tu vas remplir ces cases-là sous ce format-là. Mhm. Et l'IA va s'y plier très facilement. Donc, elle va nous donner ce type-là. Mais il faut lui donner un exemple. Ça, elle peut et si on ne lui donne pas, nous on sait ce qu'on veut à l'origine, mais il faut lui donner. Donc c'est des informations contexte. Ou alors des contraintes. On lui dit, mais moi je veux que tu me fasses une réponse limitée avec 3000 caractères, 3 paragraphes, ou alors que tu me crées un programme de formation pour l'onboarding de mes nouvelles recrues, mais c'est sur une durée d'une journée, et ainsi de suite. Mhm. Ouais. Donc, on va donner tous ces éléments-là que l'on a dans notre tête. L'IA peut pas l'imaginer si on ne lui donne pas. Voilà. Donc ça, c'est le C. Et puis le O,
le haut des objectifs. Quels sont nos objectifs, nos intentions que l'on a Mm. derrière dans cette production? Ça va aller donner des éléments. Ouais. Par exemple, si notre intention, c'est de convaincre un public particulier, eh bien, l'IA va tourner sa réponse avec des choses qui vont être de l'ordre de la conviction, de l'engagement, du motivationnel, et ça va Mm. teinter aussi ses réponses. Voilà. Ouais. Donc, Et ce du modèle-là, il est fait effectivement pour faciliter la pertinence de ce type de réponse. Voilà. Et du coup, pour rebondir, ce modèle, tu l'as imaginé quand, comment, enfin, de quoi c'est venu à la fois l'acronyme et en termes de temporalité, puisque tu expliquais l'IA générative grand public, elle est arrivée en décembre 2022, c'est clac en décembre 2022 que tu t'es dit, il faut ça? Non, 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 bah non, c'est par rapport à mes premières expériences où je tâtonnais comme beaucoup de monde, hein. Mm, On était nombreux à explorer dès début 2023 et à partager le résultat de nos réflexions sur LinkedIn. mm, Et on s'est aperçu, ben, effectivement, qu'il y avait des choses qui marchaient plus ou moins bien dans des informations type qui revenaient dans la plupart des prompts. Au début, ben, il y avait des gens qui commençaient à publier sur, ben, tiens, il y avait peut-être que trois, quatre éléments. En général, ce qui revenait le plus, c'était des informations sur le public cible, ouais, mm, le rôle, le la rôle. tonalité, Mhm, voilà, et puis la tâche qu'on attendait. c'est ça. Mhm, Il y avait surtout ça qui revenait. Et moi, je me suis aperçu que dans mes prompts, souvent, je lui donnais d'autres types d'éléments. mm, Et c'est là que je me suis dit, mais il faut que je me fasse moi-même ma propre structure de prompt. Donc, c'est en mi 2023 où là, j'ai commencé à structurer, à l'aide de l'IA, hein, bien sûr, j'en ai ouais. profité, à essayer de trouver quelles seraient les bonnes formules de prompting. Et puis, j'ai regardé les rapports d'études aussi d'universités, surtout américaines, où Ouais. on avait des rapports où ils testaient certaines techniques de prompting. Et notamment, il y a un rapport d'étude qui m'avait plus marqué, qui avait testé 26 techniques de prompting différentes avec ChatGPT et voir quel était l'impact. Et il y avait trois techniques en particulier qui augmentaient les résultats, la pertinence de 50% à 150%. Et donc, bah, je me suis inspiré un petit peu de ces résultats de recherche aussi pour l'injecter dans cette méthode de Mhm, prompting et de prompting un petit peu plus avancé que l'on voit dans les formations ensuite mm. derrière. Et voilà, ça m'a permis d'aller plus loin, creuser et puis de partager ensuite sur Internet. Voilà. Ouais, ouais. En tout cas, moi, comme je le disais, ce qui me plaît aussi, c'est la notion de draft, de brouillon, parce que ça donne aussi l'impulsion et cette idée à l'utilisateur que ce qui est produit avec l'IA n'est jamais qu'un premier brouillon sur lequel il faut repasser, se réadapter. Parce que il y a beaucoup de personnes qui utilisent l'IA sans parfois interagir avec elle. Je m'explique, dans les retours que parfois j'ai, c'est on donne un input. Et puis on s'arrête là, on s'arrête en temps 1 à la réponse, mais la réponse, elle n'est pas tout à fait ce qu'on attend forcément. Donc il y a un moment donné, il faut pouvoir avancer avec l'IA et la notion de draft est intéressante en termes d'image aussi, je trouve. Juste Ouais, pour c'était l'idée. rebondir, pardon? Oui, c'était bien l'idée, effectivement. Ouais, Ouais, c'est ça. Parce qu'on garde bien le côté itération pour aller augmenter la qualité avec deux, trois échanges complémentaires. ouais. Parce que notre première idée à l'origine n'est pas toujours la meilleure idée, la plus complète. Mm. C'est normal. Et c'est pour ça que avec le dialogue, on augmente la qualité. Mais comme on le fait quand on parle à deux, là, on est actuellement. Ouais. Voilà, tu as des rebonds par rapport à ce que je te propose, et puis du coup, tu me fais penser à une autre idée, et de Mm. rebond, bah voilà, du coup, on élargit, on augmente la qualité de ce que l'on produit au fur et à mesure de l'interview, Bien sûr, ouais. finalement, client. Mhm. Ouais. Et je veux juste rebondir sur le T de la tonalité parce que c'est vrai que, ben, notamment sur LinkedIn, on voit de plus en plus de posts qu'on sait générer par l'IA. Enfin, je ne parlerai pas de certaines phrases, mais où on sait que c'est généré par ChatGPT ou d'autres types d'IA génératives. On peut aussi nourrir l'IA de son propre ton. Ah, mais complètement, effectivement. D'ailleurs, j'ai créé un, un prompt personnalisé pour pouvoir analyser
tonalité, notre style de rédaction et de langage. On va donner à ce chatbot quelques échantillons de nos productions et puis il va analyser pour décrire vraiment tout ce qui s'en dégage au niveau de la personnalité. On n'a plus qu'à le réinjecter après dans nos dialogues avec l'IA et puis elle peut comme ça mimer assez Ouais. proche notre manière de rédiger et donc rendre la chose beaucoup plus humaine que une production générique typique du Ouais. type ChatGPT, Mistral et Claude, quoi qu'encore Mistral et Claude ont une réputation justement d'être plus naturellement, quand on donne pas forcément de directives de tonalité, des fois d'avoir des rédactions qui sont en français globalement plutôt assez naturelles et parfois moins repoudisées qu'une réponse générique de ChatGPT. Donc Ouais. là, il y a aussi des petites nuances en fonction des IA qu'on utilise. Oui. Et donc c'est chouette parce qu'en plus on apprend sur soi, on apprend sur son propre ton et sur sa propre Ouais, manière c'est d'écrire et ça, ses propres c'est ça, finalement habitudes aussi. exactement. Et la méthode Draftco, justement, tu viens de parler de Claude, de Mistral, on a beaucoup parlé de ChatGPT, ça marche sur tous les types d'IA génératifs de texte? Oh, oui, 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 Oui. c'est vraiment une méthode qui est très générique en Hmm. fait et très adaptable. Et oui, oui, ça marche vraiment et tout. On peut même avec les IA chinoises du type DeepSeek Oui, qui en ce j'allais y moment venir. se sont fait connaître. Bon, je sais pas si on en reparlera dans quelques mois, mais C'est ça. voilà, qui ont fait le buzz Ouais. récemment. Voilà, non, non, ça marche bien. Je l'ai testé dans plein de conditions avec plein de participants à des différentes formations. Je présente cette méthode à chaque fois et on l'a testé avec Microsoft Copilot. On a été Hmm. testé avec voilà des outils qui sont assez exotiques et différents les uns des autres, mais ces techniques sont assez générales, voilà, ils marchent Hmm. bien. Chouette. Mais écoute, merci. Et alors, je vais rebondir. Donc, tu disais dans ta présentation que tu avais travaillé dans le secteur du marketing, dans le secteur de la banque, etc. Est-ce que tu as une expérience avec le secteur public, avec les services publics et le service d'intérêt, enfin, donc la valeur de l'intérêt général? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu si c'est pas confidentiel? Oui, oui, bah, je vais éviter de citer trop Oui, précisément bien chaque sûr. service spécifique, mais je vais donner un exemple où j'étais amené à intervenir pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale dans, on va dire, dans le sud-ouest de la France. Mhm. Voilà, et donc qui sont un peu spécialisés, sont des centres qui accompagnent en fait les collectivités locales. La gestion de leur personnel et donc ils traitent de questions à la fois juridiques, légales, réglementaires, administratives très particulières et ils font face à des tas de questions qui viennent par exemple des mairies, Mhm. d'un conseil départemental général et ainsi de suite et ce sont des questions très techniques souvent. Des questions qui peuvent être très complexe en Oui. fait pour apporter une réponse qui soit claire, qui soit audible par les personnes qui posent ces questions-là. Et pour eux, ben, par exemple, ils avaient besoin d'avoir l'apport de l'IA pour à la fois mieux puiser dans les bases de connaissances et avoir des références qui soient claires dans les réponses, et puis formuler la réponse de manière assez vulgarisée, tout en Mhm. étant assez subtil et nuancé parce que il y a un enjeu, il y a des responsabilités dans les réponses et donc voir comment l'IA pourrait être une aide à ces personnes-là qui répondent quotidiennement à des questions qui sont parfois des questions répétitives avec des Mhm. petites nuances Bien sûr. et comment ils pourraient gagner du temps vraiment dans ces réponses-là, parce que c'est très chronophage, d'abord dans la recherche des éléments de réponse, et puis dans la formulation de la réponse, en fonction de la personnalité de la personne qui répond, qu'elle soit, bah, tu le disais un petit peu en tout début, on se préparait à cette interview, et puis bah, tu me disais, ben voilà, en fonction des personnes, si elles sont très, 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 très pointilleuses, Mhm. très exigeantes et ainsi de suite, bah, ça peut leur prendre des fois 2, 3 heures juste pour un email et ils n'ont pas le temps, ils n'ont plus le temps de faire ça. Il y a Mhm. trop de demandes, ils ont des effectifs qui sont contraints, des ressources qui sont contraintes et ils doivent être efficaces rapidement.
Et donc, le directeur de ce centre de gestion m'a demandé d'intervenir auprès d'eux pour à la fois faire découvrir, donc faire l'acculturation, la sensibilisation à l'IA générative dans son ensemble, puis ensuite, dans un deuxième temps, essayer de voir concrètement comment eux, dans leur fonction, dans leur mission, dans leurs tâches, ils pourraient l'intégrer dans leurs usages quotidiens Mhm. et essayer de travailler sous format d'atelier pour avoir comme ça des débuts de changement, de prise en Oui. compte de l'IA et de voir comment ils peuvent en faire une habitude maintenant dans les formulations de réponses et puis bien sûr trouver quels sont, attention, les avantages, les potentiels, mais C'est aussi ça. les risques, les limites, voilà, dans ces usages quotidiens. Et donc, voilà, on a travaillé sur Mhm. cette approche-là, Oui. ce centre de gestion. Ouais. Et au-delà des avantages et des inconvénients, et on en reparlera, est-ce que tu penses pour toi, selon l'expertise et l'expérience que tu as, qu'il y a des points d'attention particuliers à avoir quand on est un service public et qu'on veut intégrer l'IA? Oui, oui, oui. Là, il y a vraiment, au niveau de l'intégration de l'IA, alors je parle plutôt de l'aspect plus risque, là, hein, Bien sûr. en Mhm. l'occurrence, pour les points de vigilance, les points d'attention. Il y a d'abord un grand risque, c'est la qualité des données que l'on a, parce que lorsqu'on est d'un organisme qui a une vocation publique à un moment donné, on se doit d'apporter des informations qui ont une valeur assez élevée et en termes de qualité. Et l'un des grands problèmes que l'on sait de ces IA, de leur domaine d'entraînement, c'est le fait qu'elles se sont entraînées en général sur des données de sources très variées, tout Mhm. venant un petit peu celles d'Internet notamment. Oui. Et donc, la qualité des données en elles-mêmes peuvent être très, très variables. Et Mhm. sur Internet, c'est un reflet plutôt aussi de préjugés, de biais que l'on a de manière globale dans la Bien sûr. société. Mhm. Et donc, si on se base sur ce type de réponse-là en général, on a un fort risque que dans les réponses aussi de l'IA, on ait des données qui soient biaisées et donc problématiques par rapport à un représentant d'une collectivité locale ou d'un C'est ça. représentant de l'État. Donc, Oui. c'est très, très risqué de se baser uniquement sur ça. Donc, il va falloir qualifier des bases de données en interne aussi, hein, qui viennent de sources internes, que l'on ne peut pas diffuser si simplement que ça à l'IA. Donc, il y a Oui. une gestion aussi de la sécurité de données. Là, c'est le deuxième point de risque. C'est comment on ne donne pas non plus toutes nos données à une IA dont on ne sait pas l'exploitation vraiment très fine derrière qui va en être faite. Est-ce qu'elle va s'entraîner dessus? Est-ce que si quelqu'un va accéder à cette IA-là, va-t-elle pouvoir faire ressortir ces données-là sur lesquelles on aura fait un partage avec l'outil IA qu'on aura choisi? Là, c'est une grosse source de risque de fuite de nos données internes et qui sont associés à des noms d'entités, à des noms peut-être même de spécialistes en interne, et c'est très dangereux. Et on veut pas que ce soit diffusé comme ça tout venant. Donc là, il y a le problème de la confidentialité, de la sécurité de nos données. C'est et puis je pense qu'aussi il y a cette démarche, le fait aussi de manque de transparence des fournisseurs de ces IA, manque de transparence sur les impacts environnementaux notamment. On est Oui. dans une phase aujourd'hui, on est très sensible hein, au niveau des services sur tout ce qui est RSE, à toute notre responsabilité sociétale, environnementale. Et aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de choisir n'importe quelle IA, n'importe comment. Et donc, on veut en savoir un petit peu plus sur tous les impacts de nos usages de, et donc, c'est un vrai risque aujourd'hui d'être dans le flou artistique et l'explicabilité des choix, des réponses ou des décisions qui pourraient être prises sur la base des éléments de l'IA. Pour nous, Oui. c'est un peu problématique, c'est sensible. Oui. Voilà.
Mhm. doit pouvoir expliquer un petit peu à chaque fois les choses qu'on fait. Donc là, Ouais. il y a ce type de risque-là. Et si je devais en donner un quatrième, cette fois-ci, ce serait plus tant du côté de l'IA, Oui. plus du côté humain. Mhm. En fait, eh bien, en fait, il y a une résistance qui peut Ouais. arriver du côté de l'utilisateur et donc un mésusage de l'IA qui s'auto-sabote, en fait, qui s'auto-sabure, s'auto-sabote, s'auto-censure. Voilà, c'est ça le mot que Ouais. je cherchais. Et donc, sur la base des préjugés qu'on a par rapport à l'IA, les peurs de l'IA qui va Mhm. nous amener peut-être à nous remplacer à un moment donné, Aussi. il y a ces enjeux de pouvoir que l'on a, nous aussi, en tant que personnes utilisatrices, on a un certain pouvoir dans nos institutions. On a peur de se faire remplacer par l'IA, Ouais. qu'à un moment donné, bah, plus on va donner nos éléments à l'IA, bah, plus elle va être capable de nous remplacer. Puis nous, qu'est-ce qu'on va apporter de plus par rapport à cette IA dans 1, 2, 3 ans, 5 ans? Quand elle Mhm. saura tout comment fonctionne ce qu'on lui demande et comment on répond, comment on améliore ses réponses, ben, il y a cette peur-là qui est derrière. Et donc, bah, je sais pas si tu connais un petit peu les travaux très anciens des années 70-80 de Henri Bourdieu sur la, la Oh oui. sociologie organisationnelle. Ben voilà. Et c'est très 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 important l'influence de Ouais. nos enjeux de pouvoir en tant qu'humains dans une organisation, et l'IA vient impacter tout ça en fait. Elle nous Mhm. perturbe dans ces enjeux de pouvoir, et donc il y a un phénomène d'interaction entre l'IA et ces personnes-là, ces utilisateurs, nous, et ça nous amène à des comportements qui sont assez irrationnels, qui sont des comportements aussi un petit peu de résistance ou d'adaptation. Ouais. Qui sont pas juste de la pure performance, productivité, hein, C'est le mot ça. qu'on utilise partout. Mhm. C'est beaucoup plus subtil que ça. Et donc, il y a ces risques aussi dans Ouais. les enjeux. Voilà. C'est ça que je voulais mettre en avant aujourd'hui. Ouais, et tu touches alors d'une certaine manière à l'opposition entre l'humain remplacé par l'IA et l'humain augmenté. Tu as parlé tout à l'heure d'ailleurs de C'est soldats ça. augmentés dans ton parcours. Exactement. Euh, Exactement. Ce serait quoi pour toi les ingrédients ou la recette pour être un humain augmenté, celui qui n'est pas résistant au changement, qui n'a pas peur et qui prend le chemin de l'IA, mais sans non plus être trop, enfin, considérer que c'est trop magique, quoi. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Oui, alors j'imagine un petit peu, vu tous les cas que j'ai pu rencontrer dans les différentes formations, surtout au niveau de sensibilisation, acculturation, avec des gens qui étaient plus en phase de découverte, voire en phase de Mm. retrait et d'opposition, hein, qui s'affichent très rapidement en disant, mais voilà, moi je suis pas du tout d'accord sur ces usages-là, sur notre devenir dans cette société telle elle est dessinée avec l'IA. Ouais. Et donc, aujourd'hui, ben, pour moi, la meilleure approche que l'on a, c'est toujours de partir d'exemples concrets et de tests et d'expérimentations avec ces personnes-là, et de leur montrer par leur propre expérimentation, alors aider, assister avec les techniques, les méthodes qu'on va donner, effectivement, et les petites démonstrations que l'on va faire avant de les lancer dans un exercice Mm. d'application et d'expérimentation, c'est de les laisser voir elles-mêmes comment on peut produire des choses qui soient pertinentes, Oui. produire des choses qui sont non pertinentes, et Mhm. d'en avoir la compréhension aussi à la fois du potentiel de ces IA, mais aussi de leurs limites. Et donc des cas de figure dans lesquels, effectivement, ces IA, elles sont aussi, avec ces risques que l'on a mentionnés avant, donc vont nous amener à avoir un mauvais usage de l'IA, mais après s'apercevoir, ben justement, puisqu'il y a tous ces risques-là, ces IA, elles ont ces limites-là, eh bien, elles sont en fait pas capables de nous remplacer complètement Mm. aujourd'hui, de se rendre compte par soi-même. Mais oui, effectivement, l'IA va de temps en temps nous produire aussi ce qu'on appelle des hallucinations, des erreurs. Aujourd'hui, on a des chiffres de tests d'erreurs, hein, qui sont sur l'ensemble de ces LLM, et on a des chiffres minimaux. C'est en général au minimum 1% d'erreurs aujourd'hui sur les toutes meilleures IA qui sont testées. Et quand Ouais. on dit 1% d'erreur, ça produit en termes après
fréquence de production en général, c'est qu'on peut retrouver souvent 10% de nos textes où il y a des choses qui sont pas tout à fait justes, qui sont Mm. incomplètes et tout ça. Et ça, c'est assez fréquent finalement dans les résultats de l'IA. Elles sont jamais assez complètes ou assez réelles. Elles font des erreurs, des mélanges dans les notions. Et ça, c'est assez subtil. Ces hallucinations-là qu'on nous, on doit repérer en tant que spécialiste. Et c'est pour ça que aujourd'hui, on peut considérer l'IA comme un assistant pilote, mais absolument pas capable de nous remplacer si on a un vrai métier entre les mains, on a une expertise sur notre métier. Aujourd'hui, l'IA, vous êtes meilleur que dans la plupart des sujets de l'IA, mais elle va être plus rapide que vous à vous produire un premier résultat. Elle va être plus rapide à se rappeler à beaucoup de données Mm. par rapport à Oui. vous et à mélanger ces données-là, Ah. à les fusionner pour vous apporter des réponses, alors que vous, ça vous demande un effort. Nous, ça nous demande un effort de rappel mnémonique qui est vraiment très, très important. Et l'IA, elle va à une vitesse phénoménale dans différentes ressources et sa faculté à combiner les mots les uns avec les autres tellement plus rapidement que nous que bah, c'est en fait très productif, Mm. très stimulant aussi en termes de brainstorming. Mais souvent, moi, je m'aperçois que les réponses, je les corrige de Mhm. l'IA. J'ai beau faire un prompt de meilleure qualité possible, je suis toujours dans la correction. Alors, ça varie en pourcentage de correction. 10, 20, 30% en fonction des cas, mais c'est quand même pas négligeable. Mm. Si je faisais un copier-coller à chaque fois de mes réponses, même moi qui vraiment produit des demandes assez pointues avec toutes les connaissances que j'ai et que je corrige comme ça, alors j'imagine les corrections qui sont à faire par des gens qui débutent, qui n'ont pas toutes les techniques de prompting, soit débutantes, voire avancées, bah, ça génère des choses qui sont plus génériques et donc il faut pas se laisser berner par Mm. l'IA qui soi-disant nous remplacera. Alors peut-être oui à terme sur certains métiers, certaines parties de nos métiers. Et aujourd'hui, on n'en est pas vraiment dans ça. Hein. Qu'on me montre des exemples complets où ça a remplacé des personnes à 100%, il n'y en a pas tant que ça, des vrais exemples Ouais. complets. Alors, il y a certains qui, on va dire, dans les journaux, on en a entendu parler parce que bah, ça choque. C'est fait Mm. pour choquer d'ailleurs Ouais, et ouais, faire du clic sur les articles et ouais. faire du nombre, du chiffre, c'est normal. Hein, c'est très dépendant. Les journalistes aujourd'hui sont très dépendants de cette visibilité. Bien sûr. Mais en réalité, ça représente quel pourcentage de la réalité dans les changements dans les Mm. organisations aujourd'hui? La plupart des entreprises que j'accompagne et des organisations, qu'elles soient publiques ou plus locales, elles sont dans une phase juste de sensibilisation, Ouais. d'acculturation encore, et de voir comment elles peuvent le mettre un petit peu dans les tâches du quotidien. C'est juste là où on en est Mm. aujourd'hui encore en début 2025 Mhm. Ouais. se tromper de cible et d'angle d'attaque, malgré les articles de journaux qui sont un petit peu faits pour faire sensation. Non, aujourd'hui, on n'en est pas du tout dans des changements massifs de, de remplacement de l'IA. On a, pour certaines tâches, oui, des remplacements Mm. massifs de choses qui étaient complètement répétitives, de tâches hyper répétitives qui sont faites de plus en plus par l'IA, comme la robotisation un certain nombre de tâches physiques dans les entreprises qui sont de plus en plus robotisées. Mais ça, Ouais. c'est un mouvement, on va dire, international, planétaire dans le monde des organisations, mais qui est valable depuis la mécanisation. L'arrivée Ouais. du train, c'est déjà la mécanisation. Dans les champs, la mécanisation avec les premiers tracteurs et choses comme ça, les machines-outils c'était une révolution qui a perturbé énormément Ouais. au 19e siècle, mais c'est le même mouvement qui ne Ouais. fait que voilà, S'accélérer et s'accélérer, complexe. se Oui. complexifier, voilà, Mhm. se complexifier avec la numérisation Ouais. et avec l'ère de l'informatique, mais c'est une mouvance que personne n'arrête et qui est normale et à chaque fois, on s'est adapté en tant qu'humain
à voir quel autre nouveau métier on allait pouvoir produire, quelles allaient être nos vraies plus-values. C'est ça. Oui. Voilà, et c'est un mouvement massif qui perturbe toujours. Ça fait des mouvements sociaux très perturbants, on est d'accord. Mm. Quand ça arrive, que ça déboule, qu'il y a des décisions de mécanisation, effectivement, où il y a moins de place pour les humains. Évidemment, ça dérange, mais on a toujours réussi à trouver, à rebondir pour retrouver d'autres places, d'autres manières de faire. On est dans des cycles de Dans des plein cycles. emploi, moins de plein emploi, replein Oui. emploi, rebaisse et ainsi de suite. On a ce phénomène d'adaptation et c'est l'intelligence humaine derrière qui parle. Voilà. Mm. On n'est Oui. pas totalement remplacé. À aucun moment on a vu ça encore aujourd'hui. Voilà. Mm. On a parlé beaucoup des risques. Parlons maintenant des Oui. bénéfices. Quelles sont pour toi les opportunités, les bénéfices pour une organisation d'intégrer l'IA? Tu as parlé de productivité tout à Bien, l'heure. Est-ce que c'est uniquement la oui, question de c'est la ça. productivité? Pas uniquement celle-ci, c'est celle qui séduit le plus, ceux qui vont investir dans les formations pour Mm. leurs salariés, leurs employés, leurs agents, effectivement. Évidemment, en général, c'est la porte d'entrée où on va pouvoir justifier de se lancer dans un Mm. investissement d'accompagnement. Alors donc, c'est le gain de temps, la productivité accrue. Donc ça, c'est vrai. C'est quelque chose qu'on va pouvoir produire assez rapidement grâce à ces IA, mais aussi, par exemple, lorsqu'on est dans un secteur, cette fois-ci, par exemple, un peu plus public, on peut aussi rechercher l'augmentation de la qualité du service qui est produit Mm. auprès de bénéficiaires, des usagers. Par exemple, lorsqu'on nous demande on pose des questions à un agent et que il n'a pas beaucoup de temps de réponse, il va aller au plus vite. Là, avec de l'IA augmentée très rapidement, on va pouvoir qualité de la réponse, avec la nomenclature des sources, pouvoir vulgariser tout ça et produire un email voilà, en quelques minutes qui va être très pertinent pour le demandeur au lieu de toutes ces réponses un peu laconiques, c'est du copier-coller de base Ouais, qui ouais. répond pas toujours à la question. On est frustré des premières réponses, que ce soit des réponses de chatbots qui sont pas IA Ouais. ou de vrais agents, où en Mm. général on dit mais il n'a rien compris de ma question, mais c'est tout simplement que les agents, ils sont sous une pression de demande, de temps, de volume, de réponses qui font que ils sont plus toujours possibles dans la possibilité de tout personnaliser pour tout le monde. Et donc, C'est ça. d'abord, ils envoient des réponses un peu par copier-coller qu'ils ont dans leur base par expérience. Mm. Et puis, Mm. ben, si ça tombe bien, tant mieux. Si ça tombe mal, ben, tant pis. Ben, l'usager, ben, il reformulera sa demande plus précisément. Il expliquera. Mais c'est très frustrant pour nous. Voilà, C'est c'est ça. ça. Et là, l'IA, vraiment, elle a un potentiel pour Ouais. augmenter tout de suite, plus rapidement, des réponses qui sont plus adaptées et plus précises, en fait, Mm. sans forcément augmenter la difficulté pour Ouais. l'agent. C'est Ouais. ça qui est Ouais. génial. Et Mm. donc, on augmente à la fois la qualité de la réponse, on baisse la complexité, l'effort pour les agents, et on va augmenter la satisfaction des usagers. Et Donc la ça, c'est quand même génial, là. personnalisation aussi. Et Et la à l'heure où personnalisation. on parle de plus en plus en marketing d'expérience Eh oui, utilisateur ou d'expérience collaborateur quand on est dans oui, la RH, la personnalisation est exactement. aussi un élément clé. Ouais. Exactement, exactement. Et c'est ça qu'on cherche. On va pouvoir apporter des réponses plus justes, plus rapidement et plus adaptées. Ouais, pour moi, c'est quand même très, très important aussi. Mm. Et tu disais tout à l'heure, par rapport aux opposants ou aux résistants à l'IA, tu pars toujours d'exemples concrets pour, entre guillemets, illustrer comment ça marche, comment ça fonctionne. Est-ce que tu aurais des retours d'expérience, d'usage, de bonnes pratiques et d'usage dans le monde de la RH en particulier? Dans le monde de la RH en particulier, ce que j'ai le plus vu, euh, je dirais, moi j'ai même testé, d'ailleurs j'en ai fait un article LinkedIn, juste pour voir, c'est justement par rapport à l'aspect recrutement. Mhm. Donc là, c'était pour faire une présélection des candidatures et gagner du temps sur tous ces temps que l'on prend en entretien.
Ouais. pour essayer d'avoir des réponses un peu personnalisées de la part des personnes et non pas uniquement des réponses aujourd'hui, ben justement Mhm. avec l'IA. Hein, Ouais. la plupart des candidatures maintenant vont utiliser leurs IA pour répondre à une offre de candidature et donc on se retrouve avec des choses de plus en plus formatées, génériques, voilà. Et donc on a besoin de plus en plus d'avoir aussi quelque chose de plus humain, plus personnalisé Mhm. et d'avoir des réponses qui restent assez humaines et vraiment assez intuitives sur le moment et plus proches de ce qu'on attend. Et donc, la manière des outils d'IA qui sont justement faits pour automatiser un petit peu et Mhm. soulager les services de recrutement, les temps de recrutement qu'on n'a pas. Donc, au lieu de recevoir une ou deux, trois personnes, là, on va pouvoir, avec cette IA, donner une opportunité à plus de candidats de donner des réponses à des questions pointues sur le moment, qui peuvent être soit générées par le recruteur, soit générées aussi par l'IA en fonction du profil de la personne qui est recrutée, du profil du poste. Mhm. Et l'IA va en live proposer des questions qui sont assez pertinentes aux candidats et en réaction avec ses réponses Ah aussi. oui. Donc, active. Donc ça, c'est assez intéressant. Et Et donc, du pour bien coup, comprendre, la Yvan, personne n'a pas pu se préparer. Oui, oui, oui. juste, Vas-y, j'allais vas-y. dire pour bien comprendre, c'est un chatbot qui vient entre le recruteur qui donne un input Hum, à ce chatbot pour les c'est questions, ça. le profil, etc. qu'il recherche, et le Voilà. recruté, le futur candidat, qui lui répond à ces questions spécifiques et en fonction évidemment de ces réponses le chatbot itère, répond et relance le candidat. C'est Ça. ça? Donc c'est Exactement. un espèce d'intermédiaire consultant entre les deux, c'est C'est ça? ça. Hmm. Exactement. Mais qui, au lieu de se contenter du filtrage que l'on fait souvent massif Oui, c'est ça. uniquement sur la base d'un CV, Oui. et de l'autre côté, le très chronophage, on va recevoir en entretien X et C'est Y, ça. en général, ben, on va limiter parce qu'on n'a pas toujours le temps de donner cette qualité d'échange, et donc on va limiter le nombre de personnes qu'on va recevoir. Là, on pourrait, avec l'IA, justement, augmenter cette phase-là où les gens, il y a plus de chances, ils ont plus de chances d'être reçus si ils ont justement un petit peu mal Hmm. utilisé, exploité l'IA pour faire les Oui. réponses, voilà, par fichier. Eh bien, là, on peut leur donner une deuxième opportunité, cette fois-ci plus orale, plus humaine, plus dans de la Hmm. relation et de la réponse avec pourquoi pas l'IA. Ça peut être une source d'augmentation de ces opportunités-là. Donc j'ai testé ça, ça fonctionne pas si mal que ça, c'était pas parfait, mais ça fonctionne pas si mal que ça, et ça donne des comptes rendus pour le recruteur pour se dire bah ok, a priori on peut aller plus loin avec cette personne-là, on n'est peut-être pas aussi initial, qui n'était pas si enthousiasmant que ça sur le papier, mais avec ces réponses qu'on a eues à l'oral, que l'on peut consulter d'ailleurs plus en détail si on veut aller voir directement l'enregistrement, bien, ça peut être intéressant. Voilà, Hmm. par Hmm. exemple. Tu vois, Et dans le donc, ouais. type RH. Voilà. J'allais Ouais. dire, pour réfléchir à ce type de public RH, pour toi, Oui. le nœud du problème au niveau RH, c'est le recrutement. C'est là que, finalement, c'est le plus gros caillou dans la Non, chaussure d'un RH? oh non, 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 parce qu'il y a tous les aspects de la gestion quotidienne, de l'accompagnement de la carrière aussi C'est ça. des personnes que l'on va accompagner. Là, c'est un très fort enjeu aussi Hmm. de la RH pour comment on peut tenir beaucoup mieux compte de tous les petits signaux faibles qui sont dans les enregistrements que l'on a sur une personne, dans tout son parcours de carrière et ainsi de suite. L'IA va être beaucoup plus efficace que nous, souvent, à faire des rapprochements rapides de petits enregistrements que l'on a dans nos systèmes d'information RH Hmm. Hmm. et pouvoir malaxer ça et nous mettre en évidence et nous dire, tiens, a priori, cette personne-là, d'après les informations que j'ai consultées, elle a eu tel et tel type de parcours, elle a eu tel type de résultat, peut-être que c'est intéressant de lui proposer tel et tel type de suite ou poser tel type de questions si elle serait intéressée. Et on peut tout de suite
préconstruire, pourquoi pas un guide d'entretien complémentaire à ce qu'on aurait fait nous en tant que spécialistes de gestion de carrière et que l'IA nous aide à faire ressortir tout ce qui est un petit peu caché dans la masse de données parce que on Mm. en voit, on est dans un phénomène d'infobésité aujourd'hui, Oui. hein, beaucoup trop d'informations qui sont une avalanche et à un moment donné, on n'a plus l'énergie pour aller, alors surtout quand on arrive en deuxième partie de journée ou en deuxième partie de semaine, on n'a plus l'énergie pour les rechercher toutes les petites informations, alors que l'IA, elle est infatigable. Et elle est Mm. bonne pour ça. Oui. Et si on la sollicite bien pour la bonne question, elle va nous faire ressortir, nous amener à regarder des choses que nous, on ne voit pas, on ne voit plus, faute de temps, faute de moyens, faute d'énergie. Et Mm. donc, elle est très bonne pour ça aussi. Alors, Oui. on va pas lui demander de tout faire à notre place, c'est pas ça, effectivement. C'est justement d'essayer de nous dire, bah, tiens, est-ce qu'il n'y a pas des choses dans mon rétroviseur que je ne vois pas là actuellement par rapport à cette personne-là? Aide-moi à trouver ces choses-là. Et donc, être plus performante pour cette gestion de carrière. Par exemple, moi, il y a l'aspect aussi juridique. Souvent, je suis sollicité sur cet aspect veille réglementaire, Mm. veille sur les réponses. Bon, là, je l'avais cité justement avec l'exemple que je donnais avant, donc je ne vais pas re-rentrer là-dedans. Mais il me semble que l'une des fonctions très importantes dans les ressources humaines, c'est être assez bon quand même sur la maîtrise de tout ce qui est aspect réglementaire, loi, Mm. tout ce qui va être dire décret de service, tu vois, enfin tout ce qui Oui. est un petit peu réglementation interne aussi, hein, Oui, j'allais voilà, dire tu voir vois. règlement de travail, Ça, c'est règlement bon. de droit d'intérieur, Exactement. C'est ça. chartilla, etc. Oui. Voilà, Mm. exactement. Et donc ça, l'IA, elle peut être assez bonne maintenant. Mm. J'aurais beaucoup moins dit en 2023, mais aujourd'hui, en 2025, elle est devenue assez bonne pour traiter aussi de ces questions-là. Pas encore aussi pointue que la lecture d'un juriste, attention, ne nous Oui. méprenons pas. Mm. À la virgule près, elle peut se tromper quand même Mm. sur Mm. l'interprétation que l'on peut faire, notamment des textes. Et donc ça, c'est pas si simple. Mais malgré tout, le rapprochement de différentes sources, de différentes euh, jurisprudences, de différents textes de loi, différentes réglementations, en avoir une lecture croisée pour ne pas oublier certaines choses, elle peut nous aider à Oui. nous remémorer rapidement certains éléments d'information qui sont complexes, surtout si on n'est pas juriste et qu'on est Oui. dans des fonctions RH. Voilà. Mhm. Donc, elle peut être quand même une bonne aide, même si elle est imparfaite aujourd'hui, quand on est un spécialiste voilà, du traitement juridique RH, on s'aperçoit aussi de ses limites et on est là pour simplement voir ça en assistant. Mhm. J'ai encore deux questions. Une première Oui. question qui est sur les usages que le manager pourrait avoir, que un manager, donc quelle que soit sa place dans la hiérarchie, mais quelqu'un qui a une responsabilité d'équipe, pourrait avoir de l'IA. Eh bien, je pense que par rapport à l'IA, quand on est dans une démarche de responsabilité en particulier, ça va être de voir comment l'IA peut nous amener notamment à vulgariser Mm. les informations que l'on doit passer aux collaborateurs. Comment l'IA va nous amener peut-être à organiser peut-être euh, les rendez-vous que l'on va avoir avec ces personnes pour leur Ouais. présenter eh bien, les stratégies, les présenter les objectifs qu'on va leur donner, tout ce qu'on va leur demander comme tâche. Et Mhm. l'IA va être très très bonne pour nous aider à faire ces présentations, que ce soit des présentations plus sur le choix des informations, des mots-clés que l'on va donner, ou sur les présentations en tant que telles, du type Mm. support de présentation, type PowerPoint, nous faire gagner du temps dessus. Ces IA aujourd'hui génératives sont très très bonnes pour assister les managers ou chefs de projet hein, de manière Oui. générale. Ouais. Ça peut être ça, hein, chef de mission et tous ceux qui ont des responsabilités de coordination C'est à la ça. fois
d'équipe pour atteindre des objectifs, eh bien, ça veut dire qu'ils traitent beaucoup d'informations, qui vont traiter de tâches successives et qui vont traiter de suivi de ces tâches-là. Et donc, les IA peuvent nous amener à mieux gérer mieux préparer ces rendez-vous. On va pouvoir traiter de ces suivis-là. Lorsqu'on va avoir des meetings avec des différentes personnes, que l'on va faire un point d'avancement sur les tâches qui ont été données, déléguées à ces personnes-là, eh bien, l'IA va être capable très rapidement de nous faire un compte rendu à la fois sur ce qui a été mentionné dans la réunion, les points problématiques, les solutions qui ont été données. Ça, on a des IA qui vont nous donner très rapidement ce point-là et nous dire, nous lister à la fin le plan d'action en nous disant un tel a été mentionné pour traiter telle et telle tâche devant produire tel livrable pour telle date. OK. Et ainsi de suite. Et les lister les unes après les autres parce qu'elles ont été citées dans la réunion. Souvent, surtout si on l'a fait dans une visioconférence, il y a le nom des personnes qui se sont connectées. Donc, l'IA a ces références-là et elle peut les exploiter dans le compte-rendu. Donc, ça aide énormément. Là, ça nous prenait des heures pour produire ces comptes-rendus, les diffuser aux gens, vérifier que c'était assez complet, qu'ils étaient d'accord, et ainsi de suite. Là, en général, le compte-rendu en 2025, alors en 2023, 2024, c'était pas super fiable, mais là, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, en 2025, on a maintenant des IA spécialisées sur la production des contenus qui sont vraiment très performantes. Aujourd'hui, moi, j'utilise notamment Nuta N2O TA qui me plaît énormément lorsque je suis à distance. Du côté francophone, lorsqu'on est plutôt en présentiel, il y a Dict.ai qui est assez réputé maintenant pour être spécialisé dans ce type de réunion et qui nous donne aussi des choses très très intéressantes en termes de rendu, qui peut nous donner par exemple un SWOT, une mind map sur les informations de la réunion. Donc on a des choses qui sont devenues très très performantes avec des modèles qu'on peut mettre nous-mêmes dans le modèle de compte rendu qu'on l'on veut pour nos réunions et qui peuvent être des modèles de compte rendu, par exemple, de recrutement, d'entretien pour un candidat, de gestion de carrière, des modèles pour une formation. J'ai même des modèles dans Nuta pour voir qu'est-ce qu'ont appris les personnes dans la formation, quelles sont les prises de conscience, quels sont les sujets qui restent à travailler en termes de montée en compétences. C'est vraiment très chouette aujourd'hui ce que peut nous amener l'IA de manière un peu automatisée et sur laquelle il faut toujours qu'on ait notre apport 10, 20, 30% où on va compléter par rapport à ce que nous, on a capté avec notre propre sensibilité, notre propre capacité de compréhension des nuances du contexte que n'a pas l'IA, forcément, qui, elle, fonctionne de manière un petit peu plus générique, plus moyenne, mais qui, malgré tout, est capable de nous rendre de très gros service. Voilà. Ouais. Et justement, tu as dit le mot-clé formation. C'est mon dernier point, ma dernière question. Oui. C'était de savoir, pour toi, tu as parlé de formation et de deux types de formation, hein, d'acculturation et de formation réelle, parce que c'est quand même les deux spécificités de l'IA. Pour toi, c'est quoi les enjeux de la formation en IA à l'heure actuelle? Grosse question, mais... Oui, c'est une grande question, mais je pense qu'on est encore énormément dans une évangélisation aujourd'hui des publics sur la compréhension du potentiel, des risques, des limites et de la réduction des préjugés qu'on a sur l'IA, la réduction aussi des stéréotypes produits par l'IA, puisqu'il faut voir ça aussi dans les deux sens, c'est bijectif. Et donc, on est encore dans une phase où il y a besoin de sensibiliser sur ces sujets-là, d'acculturer sur vraiment les outils que l'on peut mettre en place et ce qu'elles peuvent vraiment nous apporter ces IA-là. Donc ça, c'est, je dirais, le premier niveau qui est encore aujourd'hui très sensible. Mais vraiment, on est passé à un point de bascule, j'ai trouvé, sur tous les demandes que j'ai eues entre fin 2024 et aujourd'hui en avril 2025, je me suis aperçu que
la plupart des demandes maintenant comportaient un volet explicite de on veut absolument que vous nous montriez et qu'on reparte à la fin de cette formation avec une compréhension claire pour nous, l'IA, comment on va l'utiliser dans nos tâches à produire et on veut l'intégrer dans nos projets aujourd'hui. Et Mhm. là, il y a vraiment de plus en plus d'exigences, et je dis bien le mot exigence parce que c'est vraiment les commanditaires de ces formations-là qui viennent vers nous et disent, ben, nous, attendez, on veut plus des trucs génériques qu'on Ouais. peut retrouver facilement maintenant sur Internet, LinkedIn et compagnie. Ou voir en questionnant l'IA, ce que l'on veut, c'est savoir comprendre comment ou quelle fonctionnalité je vais utiliser de ChatGPT, de Microsoft Copilot ou de Mistral concrètement lorsque j'ai besoin de répondre à ces emails-là de ce type-là, qu'est-ce que je vais utiliser comme fonctionnalité, quel prompt je vais devoir lui créer et quelle méthode je vais utiliser pas à pas Ouais. pour le produire le plus rapidement possible. Et Mhm. ça, ben, ça se traite sous forme d'atelier en général. C'est On ça. va demander à chaque personne eh bien, quels sont les projets du moment que vous traitez, quels sont les challenges auxquels vous faites face. Et donc, ça va être des formations beaucoup plus sur mesure en fonction des besoins de tâches et des missions du quotidien sur les postes de travail. Et donc Mhm. là, on est dans cette deuxième phase-là, plus sur vraiment sur ces usages opérationnels du quotidien. Et il y a une troisième demande qui commence à arriver, qui est plus une demande de maintenant, moi, je veux traiter avec de l'IA et pouvoir commencer à créer mes propres IA adaptés à mes besoins. Ouais. Et donc, commencer à optimiser mes propres outils IA. Et là, on est plus dans une génération, alors je dirais que c'est plus 10% de mes demandes actuelles, où c'est comment je peux créer mon propre petit chatbot Ouais. personnalisé, comment je crée mon GPT personnalisé dans Mhm. ChatGPT ou dans les autres agents que l'on Ouais. retrouve aussi dans la concurrence à cet outil-là. Et ça commence à arriver. Voilà, comment je te mise un petit peu plus de manière vraiment plus productive. Donc, Et tu ça y est, dirais, ça c'est le et tu troisième dirais que niveau. c'est qu'importe la taille de l'organisation? Ou c'est des... Non, Enfin... non, 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 non. C'est vrai que là, je dirais qu'en général, c'est plutôt les grandes organisations, les Mhm. grosses organisations qui ont déjà eu de l'avance C'est dans la ça. sensibilisation et l'acculturation, Ouais. Mhm. sont plus à cette étape-là. Ou alors les personnes indépendantes. Voilà. Il y a des personnes qui ont déjà utilisé l'IA. Ouais. Là, par exemple, tous les auto-entrepreneurs, les freelances, ceux qui sont vraiment des consultants, des choses comme ça, qui ont l'habitude d'être des indépendants, Ouais. qui se sont lancés assez tôt finalement avec l'IA parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont quasiment seuls Mhm. C'est l'opportunité dans d'avoir leur une équipe. métier. Et voilà, l'opportunité de se créer une pseudo-équipe spécialisée dans différentes missions, différentes tâches. Et donc, pour eux, ils sont souvent assez avancés sur l'IA. Et Mhm. maintenant, leur vrai challenge, c'est, OK, maintenant, j'ai compris quels sont les potentiels possibles pour mon métier, ses limites et les points de vigilance. OK, je sais maintenant comment faire mes prompts, ça marche pas très bien, mais comment j'automatise un petit peu plus ça Mhm. pour aller plus vite. Voilà. Ouais. Donc là, c'est assez récurrent aussi pour ces indépendants. Ouais, tout à fait. Donc Bah, les écoute. micro-entreprises, voilà, qui n'ont pas le choix, Ouais. qui ont Ouais. besoin d'aide. Bah, merci en tout cas, Yvan. Je ne prends pas plus de ton temps Ouais, parce qu'on a déjà débordé, mais merci beaucoup pour ouais, tous tes éclairages, toutes les explications, ce qui oui, sont hyper précieuses, les outils aussi que tu as partagés. Juste oui. nous dire où est-ce où est-ce qu'on te retrouve? Ah ben, on me retrouve très facilement sur LinkedIn, sur mon profil LinkedIn. Je publie très régulièrement donc des actualités, des mises à jour sur l'état de l'art de l'IA, que ce soit dans le domaine de la formation ou de Mm. manière plus générale dans les usages professionnels, qui est vraiment ma spécialité. Je me considère pas comme un expert de l'IA au sens plein du terme, chercheur et ainsi de suite, ou data scientist. Non, c'est pas mon domaine. Moi, c'est les usages professionnels, comment on peut utiliser les différents types d'outils IA que l'on nous met entre les mains de jour en jour qui arrivent. Et donc, vous allez me retrouver sur LinkedIn. Vous allez me retrouver sur mon site happylearning.fr, happy avec Y et puis Et sans learning avec H. un sans H sur le début de happy. Oui. Voilà, donc ça c'est le plus facile pour me retrouver. Voilà. Merci en tout cas, Yvan, vraiment pour cet échange. C'était hyper précieux. Merci beaucoup. Ok, Et eh bonne ben merci soirée. pour tes questions. Eh ben merci également.